Alors, je suis donc venu vous parler de l'Europe aujourd'hui, et plus précisément, la question que Stéphane m'a posée est la suivante: l'Europe est-elle le seul modèle moderne et désirable d'une société des nations? C'est une très très belle question. Et je viens vous parler de l'Europe dans un moment très singulier tout de même. C'est-à-dire que là, nous nous réunissons tranquillement, sereinement, pour philosopher pendant une heure, un peu plus d'une heure, au moment où sur le continent européen, la violence guerrière fait rage à nouveau. La violence guerrière fait rage à nouveau, mais toute l'histoire de l'Europe a été très profondément marquée par cette violence. Vous savez, la guerre, d'une certaine manière, marque le cours de l'histoire comme si il n'y avait pas véritablement d'histoire hors de la guerre. Platon avait une formule qui résume ça de manière très stimulante intellectuellement, mais très inquiétante politiquement. Platon disait « Seuls les morts connaissent la fin de la guerre ». Seuls les morts connaissent la fin de la guerre. D'une certaine manière, vivre dans des corps politiques, c'est toujours vivre en état de guerre. Et réfléchir à la question de l'Europe et se demander si l'Europe est un modèle de société des nations, c'est se demander si l'Europe, comme société des nations, n'est pas un véritable modèle pour dépasser justement cette guerre, pour dépasser cette guerre effectivement réalisée. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que si l'Europe pouvait aller au bout de son projet, la guerre disparaîtrait définitivement. Si seuls les morts connaissent la fin de la guerre, nous connaîtrons peut-être toujours un état de guerre. Ça ne veut pas dire qu'il y aura toujours une guerre effectivement présente, mais l'état de guerre, c'est-à-dire la possibilité de la guerre, risque bien d'être toujours là. Alors, moi, je vais vous parler de l'Europe en des termes qui relèvent de ma compétence, c'est-à-dire en des termes philosophiques. Je ne sais pas faire autre chose, donc je vais vous inviter à méditer philosophiquement la question de l'Europe à partir de cette idée de société des nations, c'est-à-dire à partir de cette idée d'une société des nations permettant de dépasser la guerre effective, même si, je le disais à l'instant, peut-être que la guerre est toujours au moins possible. Alors, une première remarque là. J'évoque la question de la guerre parce que c'est d'actualité, c'est difficile de ne pas en parler au moment où je vous parle. Là, au moment où nous philosophons dans une république encore en paix, certains là sont sous les bombes, à quelques heures d'avion d'ici, c'est-à-dire ceux de nos voisins. Si j'évoque la guerre, ce n'est pas seulement pour cette raison. C'est parce que si nous parlons d'État, si nous parlons de politique, nous parlons nécessairement de la guerre. Alors, je vous soumets un premier élément de réflexion. Lorsque Hobbes, un immense philosophe politique, soutient que l'État est nécessaire, son argumentation, c'est que le corps politique, la constitution des États, permet de dépasser ce qu'il appelle l'état de nature, entendu comme état de guerre. L'état de nature, c'est, allez, on va oublier le passé, la préhistoire ou je ne sais quoi. L'état de nature, c'est pas ce que nous avons été. Ça n'est pas ce que nous serons, ça n'est pas tout à fait ce que nous sommes, même s'il y a peut-être des éléments de l'état de nature, justement, dans l'état de guerre. L'état de nature, c'est ce que nous aurions été si nous n'avions pas vécu dans des corps politiques. Vous voyez, l'état de nature, c'est ce que nous aurions été si nous ne vivions pas dans des États. Et la thèse de Hobbes, c'est que si nous ne vivions pas dans des États, ou s'il n'y avait pas du tout d'État, ce qui régnerait, c'est une guerre généralisée de chacun contre chacun. Vous voyez? Donc pour Hobbes, c'est l'état de nature, c'est-à-dire la situation hypothétique de l'homme avant les corps politiques, c'est un état de guerre. Voilà. Et alors, à cet élément de réflexion, Rousseau répond immédiatement, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Vous voyez, au premier abord, on se dit, on invente les États pour être en sécurité. C'est un peu évident, vous voyez, c'est-à-dire s'il n'y avait pas d'État, ce serait la guerre, ce serait le désordre, ce serait l'affrontement de chacun contre chacun. C'est quelque chose qui s'impose à nos esprits, un peu comme ça. Comme si les États, d'ailleurs, avaient toujours existé, comme si l'humanité n'avait pas vécu sans État. C'est paradoxal, mais ce que nous appelons État, c'est pas universel. Hein. Si par État nous entendons une situation où il y a une armée, une police, une justice, des prisons, etc. Ça c'est vraiment... c'est pas la chose la plus universelle qui soit. Mais, vous voyez, Hobbes nous dit que c'est l'état de nature qui rend nécessaire l'État. Sans État, ce serait l'état de guerre. Et bien, Rousseau dit c'est le contraire. C'est pas parce que nous voulions échapper à la guerre qu'on a inventé l'État, c'est parce qu'on a inventé l'État que nous avons découvert l'état de guerre. C'est comme ça qu'il faut raisonner. L'État, ça ne permet pas d'éviter la guerre. L'État, c'est la condition qui permet la guerre. Et d'ailleurs, c'est
la condition qui la permet quand elle est possible, mais c'est la condition qui la rend réelle quand la guerre est effective. Alors, pour bien penser ça, il faut revenir à la notion de guerre et réfléchir les choses de manière un peu plus précise. Vous voyez, une guerre, c'est pas un simple conflit. Une rixe, par exemple, entre deux personnes. Une rixe, c'est un conflit passager, un conflit qui ne dure pas. Une rixe n'est pas proprement parlé une guerre, parce que deux personnes vont s'opposer, et puis cette opposition dure un certain temps, puis ça s'arrête. C'est pas une guerre au sens strict du terme. D'ailleurs, dans les sociétés, dès lors qu'il y a des lois, le conflit entre les personnes s'arrête, parce que les lois interviennent pour empêcher la durée du conflit. Donc, pour qu'il y ait une guerre, il faut une durée. Vous voyez, souvent on pense la guerre simplement en termes d'espace. Là, ce qui est en train de se passer à l'Est, c'est un État qui veut occuper l'espace d'un autre État. Vous voyez, c'est ça, c'est une invasion. On ne respecte plus les droits de l'État qui fait face, on passe les frontières et hop, on y va, on occupe le terrain. Enfin, on essaye, hein, parce que les affaires humaines sont souvent imprévisibles. On croit qu'on va arriver à ses fins et ça ne se passe pas comme prévu, souvent. Mais l'État, la guerre n'est pas simplement une réalité spatiale, c'est aussi une réalité temporelle. Pour bien penser la guerre, il faut penser le temps, il faut penser un conflit qui dure. Vous voyez, la guerre, c'est un conflit qui s'installe dans la durée. Or, qu'est-ce qui fait qu'un conflit peut s'installer dans la durée? Parce que vous prenez des individus. Les individus peuvent être portés par des passions, ils peuvent être portés par des intérêts antagonistes, ils peuvent se jeter les uns sur les autres pour s'opposer, mais très rapidement, ils ont fait le tour de la question. Il y a un plus fort, il y a un plus faible, puis celui qui a perdu, il n'a pas envie que ça dure, et puis celui qui a gagné, il a gagné. Enfin, le conflit ne dure pas lorsque les individus sont simplement livrés à eux-mêmes. Qu'est-ce qui fait qu'un conflit dure? Qu'est-ce qui fait que des hommes, sur un champ de bataille, s'opposent durablement? Ben, il y a une seule réponse, l'État. S'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de durée du conflit. S'il n'y a pas d'État, s'il n'y a pas de corps politique, il n'y a pas un conflit qui puisse s'installer dans la durée. Pour une raison simple, il faut regarder les choses. Vous êtes pendant la guerre de 14, vous êtes dans la tranchée, les jeunes garçons qui étaient là dans cette situation avec vos âges, là, ils sont dans la tranchée. Lorsque le coup de sifflet retentit qu'il faut sortir de la tranchée, il faut y aller. Puis c'est tout. L'armée n'est pas une démocratie. L'armée, c'est un instrument au service de la démocratie lorsque l'État est démocratique, mais elle-même, on ne débat pas avant. Vous voyez, chef, on va se réunir, puis on va voter pour savoir si on sort de la tranchée. C'est pas comme ça. Hein. L'ordre est donné, il faut y aller. Et alors, qu'est-ce qui se passe si on n'y va pas? Ben, si on n'y va pas, on est déserteur, ou on a désobéi. Ou alors, si on se sauve, on est déserteur, et le risque, c'est tout simplement d'être fusillé. Quoi, vous voyez, donc on y va. J'ai lu un article il y a quelques jours qui expliquait que les soldats russes là, qui se retrouvent, qui ont vos âges aussi pour certains, ils sont projetés dans une situation guerrière. Ouais, ils y vont, puis de toute façon, s'ils reculent, ils sont abattus. Comme ça. Donc le conflit, il dure. Mais il dure pourquoi? Il dure parce qu'il y a un corps politique qui fait la durée du conflit. Donc vous voyez, si on résume ce que je viens de dire, au premier abord, on invente les États pour échapper à l'état de guerre, au premier abord. On invente les États pour instituer une situation de sécurité qui sert les intérêts de chacun, et en réalité c'est l'inverse, c'est parce qu'on invente les États que la guerre devient possible, toujours, et réelle, souvent. Donc, ça n'est pas la guerre qui provoque l'État, c'est l'État qui provoque la guerre. C'est l'État qui provoque la guerre, c'est-à-dire que c'est la division de l'humanité en corps politiques distincts. Cette division-là, c'est ce qui fait que ces corps politiques sont toujours potentiellement belligérants. Ils sont toujours antagonistes. Potentiellement. Enfin, potentiellement, et quand la guerre a lieu, effectivement. Ça y est, c'est réalisé. Puis une fois que c'est parti, ces histoires-là, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit, et on ne sait jamais comment ça va finir. Ces affaires humaines ont ceci de très singulier qu'elles sont imprévisibles. Ça, alors, vous savez, moi si je suis ingénieur et que je construis un pont, je peux prédire que, compte tenu de la connaissance que j'ai des lois de la nature et compte tenu des règles techniques que j'ai dérivées de cette connaissance, en mettant en œuvre tel ou tel procédé, j'obtiendrai tel résultat. Si je suis ingénieur, je peux raisonner comme ça. Le pont que j'ai fabriqué, il va tenir parce qu'il est la mise en œuvre de procédés dérivés d'une connaissance que j'ai des lois de la nature. Vous voyez, celui qui va faire
une école d'ingénieur, il apprend ça. Il apprend à produire un résultat conforme à ses attentes. Vous voyez? Mais les affaires humaines, ça ne marche pas comme ça. Parce que les êtres humains ne sont pas des choses qu'on peut maîtriser techniquement, parce que ce ne sont pas des choses que l'on peut connaître scientifiquement. Voilà, il y a quelque chose dans l'être humain qui échappe, qui est infiniment complexe, ou bien parce que les êtres humains sont animés de passions très confuses, très contradictoires, ou bien peut-être aussi parce que les êtres humains sont des libertés, et qu'une liberté, par définition, c'est imprévisible. Raison pour laquelle les affaires humaines sont toujours imprévisibles. Voilà, la politique, c'est imprévisible. D'ailleurs, la politique, ça ne marche jamais. Jamais. Pour une histoire, il n'y a aucune politique qui a produit très précisément l'effet attendu. Alors ça marche plus ou moins bien, mais il n'y a jamais de résultat. Vous voyez, si la politique est un art, c'est pas l'art de l'ingénieur, en tout cas. Vous voyez, et alors, quand on parle de la guerre, évidemment, c'est la même chose. La guerre, c'est imprévisible. Vous voyez, il se passe toujours quelque chose qu'on n'avait pas prédit, qu'on n'avait pas prévu, qui n'est pas tout à fait comme ce qu'on pouvait envisager. Vous voyez, que la deuxième armée du monde vienne comme ça envahir un État et que cette deuxième armée se retrouve devant un obstacle, alors surmontable ou pas, on verra ce que l'avenir dira, mais enfin devant un obstacle réel, on peut imaginer que c'était en grande partie imprévisible du côté de celui qui lance l'attaque. Vous voyez, ils auraient dû céder en quelques jours. Ah ben non, un être humain, c'est imprévisible. Voilà. Il peut toujours y en avoir un qui dit « mais moi je ne sais pas voilà. ». Mais tu vas mourir, bah tant pis, je ne sais pas. C'est toujours possible. Il y a toujours chez les êtres humains cette capacité de produire quelque chose, de faire surgir dans le monde quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Donc, vous voyez, c'est pas la guerre qui produit l'État, c'est l'État qui produit la guerre. Et c'est l'État, et l'État ne produit la guerre que parce que les États étant constitués, ils divisent l'humanité. Ils divisent l'humanité en corps politiques, tous belligérants potentiellement. Et voyez si on s'arrêtait là, l'Europe, si on s'arrête là, hein, l'Europe. C'est ce à quoi on ne peut pas ne pas penser quand on veut penser la guerre. Parce que, alors, vraiment, s'il y a un continent sur lequel la guerre s'est déployée depuis toujours, c'est le continent européen. D'ailleurs, il y a eu 2 guerres mondiales dans l'histoire du monde, et ces 2 guerres mondiales sont parties d'ici. C'est d'ici qu'elles sont parties. De ce continent, de ce sol, de cet espace. C'est dans cet espace-là que la division de l'humanité en corps politiques belligérants a trouvé une incarnation véritable, puissante, vous voyez, dangereuse, très dangereuse. Ça a produit déflagration. D'ailleurs, on a pu croire que c'était fini. Vous voyez, moi, ma génération, moi, je dirais pas mon âge, parce que ça va me donner un coup de vieux, mais pour les hommes de ma génération, c'est incroyable. Vous voyez, moi, je suis né après la guerre d'Algérie et avant la future guerre qui régnera peut-être ici à l'ouest de l'Europe. Vous voyez, donc, moi, ma génération, j'ai traversé mon existence sans guerre vécue ici. Mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Dans l'histoire de l'Europe, la guerre règne en maîtresse toujours. Hein, et d'ailleurs, elle révèle quelque chose chez les êtres humains qui est tout à fait singulier, cette capacité qu'ils ont à construire, à élaborer, vous voyez, à forger des choses qui surgissent de l'esprit pour ensuite les détruire, avec une espèce de puissance et de jouissance infantile. Vous voyez, on détruit. Hein, vous prenez le train, là, vous traversez la France, puis vous regardez l'organisation, les voies ferrées, vous voyez, les entrées des villes. Alors, elles ne sont pas toujours très esthétiques, mais elles sont très organisées. Vous voyez, il y a des dépôts, il y a des magasins, et puis vous voyez, tout ça est très très organisé, les voies lycées, tout ça. Mais les êtres humains sont capables d'élaborer des choses, de construire, hein, là je parle des choses très concrètes, puis ensuite on détruit tout. Tout ça, on balance des bombes là-dessus, on pulvérise, on casse tout, une espèce de folie absolument terrifiante. Donc le continent européen, l'espace européen est le lieu de la guerre. Depuis toujours. Là, Platon, quand il vous dit « seuls les morts connaissent la fin de la guerre », ça vaut pour le continent européen. Je pouvais avoir cru connaître la fin de la guerre, moi, dans ma génération. Enfin, elle n'est pas encore ici, mais enfin, elle n'est pas loin. Vous voyez, donc, l'Europe comme modèle, si on s'en tient là, il y a quand même une difficulté. Si on s'arrête là, l'Europe, loin d'être un modèle, c'est plutôt la référence vers laquelle il faut se tourner si on veut penser la division de l'humanité. Ce thème de la division de l'humanité est très présent dans la philosophie de Rousseau.
Il a écrit un ouvrage absolument magnifique, qui s'appelle « Le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes ». Ça, c'est les titres du XVIIIe siècle, on prend son temps. Le titre lui-même indique un rapport à la temporalité de sa singulier, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Dans cet ouvrage magnifique, là, Rousseau envisage, je l'évoquais un peu tout à l'heure, l'état de nature comme ce que l'homme aurait été s'il n'avait pas été modifié par les cultures. Et avec le mode de raisonnement qu'on a développé tout à l'heure, cet état de nature, il faut l'envisager plutôt comme un état paisible, de solitude, etc. C'est pas du tout ce que Hobbes nous dit, l'état de nature, l'état de guerre. Enfin, Rousseau vous dit, les guerres, c'est pas l'état de nature, la guerre, c'est nous, on est dedans. C'est la situation sociale, c'est la situation de l'histoire, c'est pas la situation de l'homme tel qu'il aurait été s'il n'avait pas connu ces états-là. Donc l'état de nature, pour Rousseau, c'est ça. La solitude, le nomadisme, bon, c'est la vie d'un animal stupide et borné, quoi. Dans la solitude et le nomadisme, on ne cultive pas son âme, on ne cultive pas son esprit, on ne développe pas ses potentialités, mais malgré tout, on vit dans un état paisible. Et avec la société, dit Rousseau, la division naît. Et cette division, elle naît tout de suite au cœur de nos âmes. Vous voyez, et la division de l'humanité dans la guerre, c'est un effet de cette division de nos âmes. Vous voyez, c'est magnifique cette analyse de Rousseau. Il prend une image que je trouve très éclairante. Imaginez, dit Rousseau, des jeunes gens qui sortent d'un état de nature hypothétique. Donc ils se sont rencontrés, les qualités, les potentialités de l'âme se sont déjà actualisées, ils commencent à parler, ils commencent à penser, les élans du cœur ont vu le jour, l'imagination est active. Donc l'amour vient de s'incarner. Et imaginons ces jeunes gens qui chantent et qui dansent autour d'un feu. Le chant et la danse, dit Rousseau, vrais enfants de l'amour et du loisir, donc tout va bien. Imaginez donc ces jeunes gens qui chantent et qui dansent autour d'un feu, et vous avez l'image d'une société paisible, dans laquelle règne l'unité, l'harmonie. Eh bien, dit Rousseau, autour de ce feu, la division va naître nécessairement. Aucune société ne fera jamais en sorte que chacun chante et danse également bien. Il y a ceux qu'on va regarder, et il y a ceux qui vont rester dans l'ombre. Et c'est de là que naissent les passions. C'est de là que viennent les passions. Les passions naissent du regard de l'autre. Le regard de l'autre nous divise d'avec nous-mêmes. Nous sommes séparés d'avec nous-mêmes dans la passion. Et la passion fait de nos êtres des êtres concurrents. Nous nous opposons par la passion. Nous rivalisons. Et de cette concurrence, naissent des situations de vainqueurs ou de vaincus. De cette concurrence naît le conflit. Et de ce conflit naît l'État. De ce conflit, de cette opposition, c'est de là que vient l'État. Il faut des règles pour pouvoir vivre ensemble. Mais de l'État naît la division de l'humanité, en corps politique belligérant. Vous voyez, la division du moi provoque la division de la société, qui provoque la division de l'humanité, et la guerre est l'effet de tout ça. Et si nous nous tournons vers l'Europe, l'Europe est, en tant que continent, en tant qu'espace, le lieu qui illustre le mieux cette division, cette opposition. Donc l'Europe, si on s'en tient là, est loin d'être un modèle moderne et désirable d'une société des nations. Bon. Mais ça, c'est un fait. Alors maintenant, réfléchissons. Comment peut-on envisager un dépassement de la division de l'humanité en corps politique belligérant? Comment peut-on imaginer une situation de paix? Comment faire la paix? Et comment instituer une paix durable? Comment faire en sorte que la violence guerrière cède le pas devant une situation paisible? Alors, une première voie doit être envisagée. Alors, je vous la soumets pour la discuter immédiatement après, donc ne vous effrayez pas de ce que je vais dire. On va d'abord regarder une position qui est tout à fait problématique, mais qu'il faut envisager pour mieux comprendre ce qui va suivre. Première solution, pour établir la paix, il faut passer par la contrainte. Pour établir la paix, il faut passer par la domination sous la contrainte des États belligérants. Vous voyez, si vous prenez l'actualité, là, vous vous dites, un État puissant qui était censé avoir à sa disposition la deuxième armée du monde, envahit un État moins puissant, établit son empire sur cet État, et établit par là même une situation de paix. Alors, on va passer par la guerre, puis à l'arrivée, on va dominer les autres États, et ça va créer un empire, c'est-à-dire une situation paisible. Vous voyez,
la première approche consisterait à envisager un dépassement de la guerre par une guerre de conquête. Pour éviter la guerre, il faut qu'un État plus puissant s'impose aux autres États, place ces États sous le joug de sa volonté, afin que la guerre ne soit plus possible. Ça, c'est l'argument de tous les tyrans. Ça, c'est l'argument de tous les tyrans. Tu es malheureux parce que tu es divisé avec les autres. Tu es malheureux parce que la société te rend malheureux. Et tu es malheureux parce que la guerre règne dans le monde. Et bien moi, je vais m'occuper de toi. Je vais produire une situation unifiée sous ma contrainte. Et par mes conquêtes, je vais produire une situation de paix durable parce que nous serons à la tête d'un empire qui sera tellement puissant que personne n'osera plus jamais nous attaquer. Voilà. Ça, là encore, si nous raisonnons ainsi, l'Europe, comme continent, est le lieu qui illustre parfaitement ce désir de conquête. Parce que la puissance militaire, comme puissance qui était envisagée comme moyen de conquérir des territoires afin d'instaurer une paix, cette situation-là, l'Europe l'a connue à plusieurs reprises. Donc, résumons-nous, la guerre naît de la division de l'humanité en corps politiques belligérants. Une première solution consiste à dire, pour éviter cette opposition entre les États, il nous faut un État plus puissant qui impose sa volonté aux autres États par une conquête militaire. Tu fais, par la guerre, ce que les hommes finalement auraient pu faire par la raison. Non, tu le fais par la guerre. Tu imposes ta volonté et ton empire produira une situation paisible. Pourquoi? Parce que ton empire, par ta puissance, produira de l'unité. Tu produiras de l'unité. Et cette unité étant instituée, elle est le contraire même de la guerre. Bon, alors, là cette position, il faut l'envisager précisément pour la mettre en question, pour la discuter. Alors, une simple remarque. Moi, quand j'étais au lycée, c'était l'Union soviétique qui régnait sur une partie de l'Europe. Donc, on avait une espèce de glacis, là, avec le mur de Berlin. Ce qui était frappant à l'époque, d'ailleurs, je me souviens, c'est que des personnes passaient le mur de Berlin, mais toujours d'est en ouest. Ils ne passaient jamais le mur de Berlin d'ouest en est. C'est ça. À l'époque, j'étais très jeune, mais ça me frappait. Ils passaient toujours le mur de Berlin dans le même sens. Bon, ça semblait indiquer que de l'autre côté du mur, il se passait quelque chose qui n'était pas éminemment désirable. Enfin, comme c'était une espèce de glacis et que, vu de l'extérieur, on n'y voyait pas grand-chose, ou on ne voulait pas y voir grand-chose, on pouvait avoir l'illusion d'une situation finalement paisible. Et je me souviens d'ailleurs, moi qui étais au lycée à l'époque, que l'un de mes maîtres affirmait devant ses élèves que l'Union soviétique avait produit au moins une chose, qu'on ne pouvait pas lui retirer. C'était la disparition des conflits de nationalité. L'Union soviétique avait au moins produit une unité à l'Est, telle qu'il n'y avait plus de conflits de nationalité. Autrement dit, ce système-là était perçu par certains comme un système paisible. On a une unité. Bon, bien sûr, pas de liberté, il y avait bien quelques goulags ici ou là, bien sûr, mais il y a toujours un mais, vous avez remarqué. Oui, bon, il n'y a pas de liberté, il y a des mais, et c'est dans le mais que tout réside, mais au moins, ce système-là liberticide, ce système qui nie la liberté, produisant de l'unité, permet d'éviter la guerre. En tout cas, à l'intérieur de son empire. La conséquence, c'est qu'il y avait une guerre froide, parce que c'était pas le monde, cet empire. Mais enfin, à l'intérieur de cet empire, le conflit même des nationalités semblait dépassé. Donc, vous voyez, là, vous retrouvez sur le plan historique l'analogue de ce que je viens d'évoquer à l'instant, c'est-à-dire le moyen de dépasser la division entre les corps politiques serait la domination des corps politiques belligérants par un corps politique plus puissant qui, par le moyen des conquêtes, imposerait sa volonté à tous les autres. Et ça, ce serait paisible. L'Europe, comme continent, ça a donné l'exemple de ça, évidemment. Bon, alors ça, c'est une pure illusion. D'ailleurs, j'évoquais ici l'histoire, l'Union soviétique qui aurait permis de dépasser les conflits de nationalité. Il a suffi que le mur de Berlin chute pour qu'immédiatement, hop, ça reparte, et que les divisions réapparaissent telles quelles. Et là, on ne peut pas ne pas penser à Rousseau. Vous voyez, Rousseau dit quelque chose comme ça. Il dit ça, il dit
celui qui veut produire de l'unité par la contrainte, celui qui veut produire de l'unité par la violence, ou qui veut produire de l'unité par la soumission pure et simple, celui-là est incapable de produire une unité réelle. Ce qu'il produit, c'est une apparente unité. Il ne produit pas d'unité. Il ne produit qu'une apparente unité qui cache un agrégat d'éléments purement juxtaposés. Il n'y a pas d'unité sous la contrainte liberticide. Il n'y a pas de paix dans la soumission à une puissance qui n'est légitimée que par la force brutale. Il n'y a pas de paix là, dans ce monde-là. Alors, regardez, avant de reprendre la relation entre les corps politiques, envisageons un État, d'abord. Envisageons un État. Un État, c'est un ensemble d'individus unifiés. Alors, cette unité, comment il faut la penser? C'est un ensemble de personnes unifiées. Mais comment il faut la penser? Est-ce que la contrainte peut produire de l'unité? Est-ce que la contrainte brutale produit de l'unité? Est-ce que dans une tyrannie, il y a une unité? Qu'est-ce qu'une unité? Qu'est-ce qui fait qu'un être possède une unité? Qu'est-ce qui fait que être, c'est être un? Alors je vais prendre une image. Je pense qu'il illustre ça assez bien. Vous prenez un carreau de marbre. Vous le cassez en deux, vous avez deux carreaux de marbre. Vous le cassez en quatre, vous avez quatre carreaux de marbre plus petits. Mais enfin, si votre carreau de marbre était d'une taille conséquente, vous le cassez en quatre, vous avez quatre carreaux de marbre. Autrement dit, le carreau de marbre ne possède pas d'unité réelle. Il est divisible. C'est une unité d'agrégation, mais il n'a pas d'unité réelle. En revanche, je prends un animal, je prends un chien. Alors je le coupe en deux. Je ne vais pas faire ça au chien. Je le coupe en deux. Eh bien, je n'ai pas deux chiens. D'ailleurs, je n'ai même pas deux demi-chiens, puisque les deux parties du chien vont se décomposer, de sorte que je n'ai plus rien. Enfin, qu'un amas informe d'éléments. Donc, une unité signifie indivisibilité. Pour qu'il y ait une unité, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit autre chose qu'un simple agrégat. Alors la métaphore du chien n'est qu'une métaphore, là, en l'occurrence. Elle n'est pas tout à fait applicable, évidemment, au corps politique, puisque le chien est une unité naturelle, et que le corps politique, on vient de le dire, s'il naît de la volonté des hommes, il n'est pas naturel. Dans l'état de nature, il n'y a pas d'état. Mais, malgré tout, la métaphore du chien est parlante. Pour qu'il y ait une unité, il faut quelque chose d'indivisible. Au passage, d'ailleurs, vous remarquez que c'est un des principes centraux de l'idée républicaine. La République est une et indivisible. Elle est une et indivisible. Une république coupée en deux, ça ne fait pas deux républiques. C'est un et indivisible. De même qu'une personne est indivisible. Tout à l'heure, je prenais la métaphore du chien, mais prenez la métaphore de l'âme. Vous voyez, l'âme n'est pas une réalité spatiale, donc elle n'est pas divisible dans l'espace. Donc, un tyran, quand il s'impose à une société par la violence brutale, est-ce qu'il crée de l'unité? Est-ce qu'il ne crée pas simplement une apparence d'unité? D'ailleurs, lorsque les tyrans disparaissent, regardez dans quel état ils laissent la société. Regardez ce qui se passe. Lorsque le tyran disparaît, son empire, dit Rousseau, tombe en un tas de cendres, comme le chêne après que le feu l'ait consumé. Le tyran ne produit pas d'unité. Le tyran produit une espèce d'agrégat produite elle-même par la peur. Vous voyez, cette peur-là, c'est celle dont se nourrissent les tyrans. Il faut créer une crainte telle que plus personne n'ose plus rien, et du coup on a cette apparente unité. Il n'y a pas d'unité réelle. Si vous voulez une unité réelle d'une société, il vous faut nécessairement l'accord des volontés qui composent cette société. Vous ne pouvez pas produire de l'unité en dehors de la volonté de ceux qui constituent cette société. D'ailleurs, si vous voulez produire une unité politique, un État qui possède une unité, il faut que cet État ait une volonté. Il ne faut pas qu'il en ait 15, ou 100, ou 1000, ou 10 000. Il faut qu'il ait une volonté. Mais on vient de dire, si c'est la volonté d'un homme ou d'une femme qui impose par la contrainte une pseudo-unité, on n'aura pas d'unité réelle. Donc ça veut dire que pour qu'il y ait une unité dans l'État, il faut une volonté qui n'est rien d'autre que la volonté d'un peuple. C'est ça qu'il faut. Il faut qu'il y ait un peuple qui possède une volonté. D'ailleurs, si la loi était l'émanation de cette volonté, chacun dans le peuple, en obéissant à cette loi, n'obéirait en fait qu'à lui-même. C'est ça, l'idée républicaine.
Nous sommes une pluralité d'individus divisés par les passions. Nous vivons dans des états divisés par des intérêts antagonistes. Nous vivons un état de violence toujours au moins possible et hélas bien souvent réel. Si nous voulons dépasser cette violence sur le plan de l'État, il faut produire une unité de ceux qui composent cet État, et cette unité n'est possible que par la volonté d'un peuple qui se donne à lui-même ses propres lois. Ça, la thèse de Rousseau dans le contrat social. Ça a de l'unité. Raison pour laquelle un peuple est indivisible. On ne peut pas le couper en deux. Un peuple coupé en deux, ça ne fait pas deux peuples. Donc, si vous voulez penser ici l'unification de la société, c'est-à-dire la paix sociale, la paix civile, vous devez passer nécessairement, si on raisonne ainsi, par quelque chose qui n'est pas étranger à l'idée de République. C'est ça la République. La République, d'ailleurs, au sens où nous la pensons là, vraiment je vous invite à méditer ça très attentivement, mais très attentivement. La République ne se résume pas à l'idée démocratique. La République, c'est pas seulement la démocratie. Ou plutôt, la République, elle est ce qui subordonne la démocratie. Vous voyez, si vous voulez penser l'unité simplement par la démocratie, ça va être compliqué. Hein. Parce que si la démocratie, c'est la loi du plus grand nombre, si la loi du plus grand nombre est ce qui définit la démocratie, alors la démocratie n'est rien d'autre qu'une modalité de la loi du plus fort. Raison pour laquelle Platon vous dit que la démocratie ainsi entendue, comme loi du plus grand nombre, raison donc pour laquelle Platon vous dit que la démocratie est l'antichambre de la tyrannie. Si c'est le plus grand nombre qui décide, ça veut dire que les autres doivent se soumettre au plus grand nombre. Ça, c'est un argument tyrannique. Ça, c'est une manière de ramener la démocratie à quelque chose de quantitatif. Et l'idée républicaine vous dit, non, la démocratie n'a de sens qu'à l'intérieur de la République comme cadre qui affirme qu'il y a un peuple. La démocratie, ce n'est pas le pouvoir de la majorité, c'est le pouvoir du peuple. Ce qui suppose qu'il y ait bien une volonté. Et vous l'avez compris, la République ainsi pensée n'exclut pas la démocratie, c'est pas ça, hein, mais elle exclut l'idée que la loi du plus grand nombre soit suffisante pour produire de l'unité. Il nous faut un cadre à l'intérieur duquel la démocratie puisse fonctionner. Il nous faut un cadre. Et ce cadre qui produit l'unité ne peut être que la République. Là, nous pensons l'unité, le dépassement de la division à l'intérieur du corps politique. Comment on fait pour faire un lorsqu'on constitue un corps politique? C'est ça que nous pensons. Mais nous venons de dire, nous l'avons dit tout à l'heure, que lorsqu'un corps politique est constitué, il divise l'humanité d'une certaine manière. Puisque lorsque les corps politiques sont constitués, ils deviennent belligérants. Donc l'idée républicaine en elle-même, si on s'arrêtait à cette idée-là, cette idée n'exclut pas la guerre. Peut-être même que la République étant constituée, elle participe à la division de l'humanité, par certains côtés. Vous voyez, quand on réfléchit comme ça, je produis l'unité d'un peuple, très bien, mais je n'ai pas produit par là même l'unité de l'humanité. Hein, le peuple ainsi constitué, se donnant ses propres lois, entre dans le monde, dans un cadre qui est celui de la République, on l'a dit, et dans un lieu, un espace, nécessairement. Vous voyez, la République... vous voyez, en insistant sur cette idée d'unité, là, tout à l'heure je parlais du chien, c'est vraiment pédagogique, c'est une métaphore comme ça, mais la belle image, la vraie image permettant de penser la République, c'est pas la métaphore du chien, c'est la métaphore de la personne humaine. Vous voyez, vous prenez une personne humaine. Cette personne humaine, elle possède une âme. Une âme, c'est indivisible. Une âme, ça possède une volonté. Vous voyez? Donc la République, c'est ce que vous dit Rousseau. La République, c'est une personne morale, une personne voyez, juridique. C'est pas une personne physique, mais c'est une personne. Elle possède une âme. Elle a une volonté. Et comme toute personne, elle trouve une incarnation. Je ne suis là devant vous que par mon corps. Si je n'ai pas de corps, je ne suis pas là. Si je n'ai pas de corps, ma volonté n'entre pas dans le monde. Si je n'ai pas de corps, ma réalité ne se manifeste pas dans le réel, qui est celui de la nature. De la même manière, la République, elle entre dans le monde par un corps. D'ailleurs, le vocabulaire politique dit ça, le vocabulaire des philosophes. Les philosophes appellent l'État le corps politique. C'est un corps. Donc, il faut un corps, donc il faut que ça entre dans le monde. Mais ce corps, il a un espace. Donc la République, toujours, elle se situe dans un espace. Mais l'espace est à la République ce que le corps est à l'âme. Vous voyez, c'est pas... Si on oublie la volonté générale, si on oublie le peuple, si on oublie ce qu'on vient de dire, on a un corps sans âme.
Voilà, le corps sans âme, c'est la tyrannie. Le corps sans âme, c'est la force brutale. Vous voyez, le corps sans âme, c'est l'absence d'unité. Et un corps sans âme, c'est toujours potentiellement un simple cadavre. Le cadavre est un corps que l'âme a quitté. C'est pour ça que le nationalisme qui vous dit l'État c'est le sol, la terre, c'est une incarnation physique, point, celui-là ne vous parle que d'un corps sans âme. Le nationalisme, c'est la guerre. En ce sens-là. Il s'agit toujours. Donc, là, nous sommes en train de penser ce qui unifie les individus qui composent une société. Les personnes, pour être plus précis encore, qui composent une société et qui ne composent une société qu'en s'accordant, qu'en produisant cette unité, et on vient de dire, et cette unité ne peut être produite que volontairement. Elle ne peut pas procéder de l'extérieur. Un tyran ne produit pas d'unité. Une force brutale n'unifie pas. La force brutale, au mieux, agrège. Mais l'agrégation est toujours en passe de se dissoudre. Alors que l'unité, elle vient toujours du peuple lui-même. Ce pourquoi la République est démocratique. On est bien d'accord. C'est le peuple lui-même qui se constitue comme peuple et qui se donne ses lois. Mais lorsqu'il s'agit maintenant des relations entre les États, comment on va faire? Comment on fait pour penser l'unification des États eux-mêmes? Non plus simplement des individus composant l'État, mais des corps politiques eux-mêmes, puisque nous avons dit que les corps politiques étant institués, ils sont toujours potentiellement belligérants. Vivre dans un État, avec un E majuscule, c'est toujours vivre dans un état de guerre, un état, une situation de guerre, un état avec un petit E cette fois-ci, c'est-à-dire dans une situation de guerre au moins possible, et hélas, bien souvent réelle. Donc, comment on fait, lorsqu'on a envisagé la République, pour penser l'unification des États eux-mêmes? Ça signifie que notre raisonnement doit être poursuivi non plus au niveau des personnes simplement, mais maintenant au niveau des relations entre les corps politiques. Il faut penser entre les corps politiques un analogue de ce que nous avons pensé au sein même de la société. Alors avant d'envisager cette solution-là, cette solution possible, on fait un petit bilan. On récapitule. Je vais avoir les données du problème bien en tête pour comprendre quelle solution on peut tenter d'apporter à ce problème. Tenter, on essaye. On ne va pas faire le tour de la question évidemment, mais enfin on peut essayer d'envisager une porte de sortie. Le problème est le suivant. On récapitule. 1. Pas d'État, pas de guerre. Ce n'est pas la guerre qui produit l'État, c'est la réalité des États qui engendre la guerre. Vivre dans un État, dans un corps politique, c'est donc toujours potentiellement vivre en état de guerre. Enfin, potentiellement en guerre et toujours dans un état de guerre. Parce qu'une guerre est un conflit entre États. Il n'y a pas de guerre entre des personnes, il y a seulement une guerre entre États. Je fais le contrat social, mais déjà dans le discours sur l'inégalité, vous le dites, la seule chose qui fait qu'un être humain est un être humain, c'est que c'est un être qui peut toujours devenir autre chose que ce qu'il est. Il devient. Ce pourquoi d'ailleurs il faut l'éduquer. Ce pourquoi il a besoin d'être cultivé. Il devient ce qu'il est. Voilà ce que c'est qu'un être humain. Hein, l'araignée qui surgit dans le monde, cette araignée vient avec son corps de spécialiste qui lui permettra de devenir tisserande. Point. Elle n'a pas à cultiver quoi que ce soit. Son corps la destine à être ce qu'elle va être. Alors qu'un être humain, il vient au monde, il est perfectible, il peut devenir plein de choses, il a une âme possédant des facultés simplement virtuelles, il va falloir cultiver, vous en savez quelque chose, quand on est au lycée, il faut travailler, ça ne se fait pas tout seul. Et puis il a même un corps qui révèle qu'il n'est pas spécialisé, il a des mains, il peut faire des tas de trucs différents, il va falloir qu'il s'engage dans un métier, dans un autre, etc. Autrement dit, ce qui fait que l'homme est homme, c'est simplement sa capacité de devenir, d'entrer dans le monde de manière singulière, particulière. Autrement dit encore, ce qui fait que l'homme est homme, c'est le fait qu'il ne soit pas déterminé au départ à être ceci ou cela. On n'est pas fait pour être ceci ou cela. On n'est pas fait pour être maître. On n'est pas fait pour être esclave. On n'est pas fait pour être artisan. On n'est pas fait pour être professeur de philosophie. On le devient. Autrement dit, nous nous définissons par la liberté. Voilà. Voilà ce qu'on a en commun. Du coup, je me cogne les minutes. Voilà ce qu'on a en commun. La liberté. Quoi d'autre? Au passage, là encore, vous comprenez. Hein. Deux choses. Article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et deuxième chose, il n'y a pas de république sans laïcité. C'est-à-dire, ce qui fait qu'on peut faire un, c'est ce qu'on a en commun. Et ce qu'on a en commun, c'est indifférent à ce qui, par ailleurs, nous distingue.
croyances, nos goûts, nos sentiments, etc. La République ne reconnaît pas, à proprement parler, un droit à la différence. Elle reconnaît plutôt un droit à l'indifférence. Je dois être reconnu en tant qu'homme. Voilà, en tant qu'être humain. Quand je parle en tant qu'être humain. Je ne parle pas en tant que personne appartenant à telle communauté, ayant telle croyance, etc. C'est ça l'espace public. C'est ça l'espace qui produit l'unité. C'est là où on peut penser une unité réelle. Donc, il n'y a pas d'unité politique possible en dehors de la liberté. C'est ça qu'on est en train de dire. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'unité. Là où il n'y a pas de liberté, il n'y a qu'un agrégat d'individus juxtaposés en vertu de caractères communs aléatoires. Alors on est ensemble, parce qu'on a les mêmes origines, on a les mêmes croyances, ou parce qu'il y a un tyran qui nous a imposé une même volonté, etc. Non, la République, c'est pas ça. Nous nous associons sur la base de ce qu'on a de commun, c'est-à-dire la liberté, ce qui veut dire que le sens même du corps politique n'est rien d'autre que la liberté qui est à cultiver. J'évoquais tout à l'heure la déclaration, là, à l'instant, les hommes naissent et demeurent libres, égaux en droit. Moi, je vous soumets quand même, je vous rappelle, naissent et demeurent. Hein. C'est pas les hommes naissent libres, égaux en droit. Naissent et demeurent. Donc ça veut dire quelque chose qui ne change pas. Demeure. Alors ce qui ne change pas, dit la déclaration, c'est la liberté. Et l'égalité, c'est-à-dire l'égale liberté. Ce que nous avons de commun, c'est la liberté, et cette liberté, c'est ce qui ne change pas en nous. Autrement dit, c'est notre nature, notre essence. Un triangle, il a toujours trois côtés. Hein. Il peut être rouge, il peut être vert, il peut être bleu, mais il a toujours trois côtés. Et bien un être humain, c'est toujours la liberté qui le définit. Il peut venir d'ici ou d'ailleurs, il peut croire en ceci ou cela, il peut être maître ou esclave, c'est la liberté qui le définit. Mais c'est une liberté en droit. Donc il va falloir que cette liberté, il la cultive, qu'il l'incarne. Donc, regardez bien, il n'y a d'unité politique possible que dans la liberté. Si nous montons maintenant au niveau supérieur, c'est-à-dire à la relation entre les corps politiques eux-mêmes, il ne peut donc y avoir d'unité des corps politiques que dans une association, et il ne peut y avoir d'unité des corps politiques que dans une association d'États libres. Vous voyez? Et non pas d'États soumis. Il n'y a pas de possibilité de produire de l'unité entre les corps politiques en dehors de la liberté. Ce qui veut dire que cette unité ne peut procéder que de la volonté de chaque corps politique. Vous voyez, c'est intéressant cette idée, c'est-à-dire il n'y a d'unité de la République que dans l'unification des volontés des personnes. Et il n'y a de paix entre les États que dans l'unification de la volonté même des États, c'est-à-dire, dans l'idéal, hein, dans l'unification de la volonté des peuples constituant cette association. Et là, alors ça, si vous arrivez à penser ça, là pour le coup, vous arrivez à penser l'Europe. Non plus le continent, pas l'espace de la division qui a tout au long de son histoire montré ce qu'il y avait de pire sur le plan guerrier, ou en tout cas quand j'y suis avec pire, hein, pensez aux deux guerres mondiales, c'est parti de là. Si l'Europe apparaît ici comme un modèle, ça n'est pas non plus en tant que continent sur lequel ont régné les tyrannies. Et puis alors des tyrannies, il y en a eu. Et puis ça, le XXe siècle. Ça, nous, on vient après. Hein. Nous, on vient dans un monde, à l'ouest en tout cas, relativement paisible depuis un moment. Mais attendez, le XXe siècle, l'idée républicaine que j'évoquais à l'instant, vous voyez bien, elle trouve une racine philosophique dans la pensée de Rousseau au XVIIIe. Elle va trouver une incarnation dans la Révolution française. C'est intéressant d'ailleurs, parce que Kant, quand il parle de la Révolution française, ne dit pas c'est la révolution des Français au XVIIIe, c'est leur révolution. Non, non, c'est pas ça. On s'en fiche que ce soit la France ou quoi, c'est pas le problème. Kant dit la Révolution française montre au monde ce qu'un peuple peut faire. Voilà, un peuple peut faire ça. Un peuple peut enraciner son unité dans la liberté. C'est possible, en tout cas dans l'idée de liberté. Donc, vous voyez, l'unité que j'évoquais tout à l'heure, on en a déjà une pensée dans le XVIIIe siècle. Mais oui, mais après, il y a le XIXe siècle, et puis il y a le XXe siècle. C'est-à-dire, après la Révolution française, on recommence, on va refaire la Révolution après la Révolution. On va remettre tout à plat, et on a vu ce qu'on a vu, hein, c'est-à-dire les pires tyrannies de l'histoire du monde. Hein. Voilà, les pires tyrannies qui s'incarnent dans des systèmes qui ne sont plus simplement la tyrannie qui consistait à vouloir dominer les corps. J'évoquais ça un peu tout à l'heure, on produit l'unité. Non, 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 là c'était la tyrannie dans sa version totalitaire, qui est une emprise non seulement sur les corps, mais sur les âmes, sur les esprits. Hein. Pour ceux ou celles qui ont lu 1984 de George Orwell, là vous avez une très belle pensée de ce que c'est qu'un système totalitaire. Je vais tenir ton corps, je vais t'imposer une vie
Mais ça, c'est la tirade. Mais moi, je vais t'imposer aussi ta pensée. Et tu verras, tu vas penser ce que je veux que tu penses. Et d'ailleurs, c'est peut-être à ce moment-là que je te tuerai. Comme ça, j'aurai un pouvoir absolu sur toi. Je te laisserai aucune porte de sortie. Donc, vous voyez, nous pensons ici l'unité des corps politiques dans quelque chose qui est une association d'États libres, et là, l'Europe apparaît comme un modèle. Non pas l'Europe comme continent, non pas l'Europe comme espace, mais l'Europe comme Union européenne. Union européenne. Une union, c'est-à-dire la production d'une unité. Il ne peut y avoir d'unité de ce point de vue-là que par la volonté des États qui constituent l'Europe. De tous les États, hein. C'est-à-dire les États les plus puissants, mais aussi les plus petits, les plus fragiles. Vous voyez, tous les États dans cette union ont droit de cité. Raison pour laquelle, d'ailleurs, sur le plan institutionnel, vous avez peut-être déjà réfléchi à ça, sur le plan institutionnel, il y a une des difficultés, vous savez, qui, dans l'Union européenne, les décisions se prennent souvent à l'unanimité. Vous voyez, donc on est 15, on est 20, on est 27, c'est l'unanimité. L'Europe a grandi, mais l'unanimité. Mais là, vous comprenez pourquoi l'unanimité? C'est parce qu'il n'y a d'association d'États libres que dans la mesure où aucun État n'est soumis à la volonté des autres États. Donc si vous appliquez au niveau européen la loi du plus grand nombre, vous risquez de réinstituer au niveau international quelque chose qui est une espèce de tyrannie du nombre. Vous voyez ? Donc il n'y a d'unité de la République que par la volonté des hommes de vivre ensemble sur une seule base qui est la liberté, et il n'y a d'unité des corps politiques qui, par là même, dépassent la guerre effective, même si l'état de guerre est toujours possible, mais il n'y a d'unité de ces États que dans la liberté de corps politiques qui s'engagent et qui, par là même, entretiennent des relations fondées sur le droit et non plus simplement sur la force. Alors, une dernière remarque avant qu'on puisse échanger sur ces éléments de réflexion. Je vous soumets une dernière remarque, c'est que Kant, lorsqu'il envisage la société des nations, société, entendez le mot au sens latin, societas. Societas, en latin, ça veut dire association. Donc la société des nations est une association de nations libres. Il n'y a de société des nations que dans l'unification d'États libres. Donc, association. Très bien. Lorsque Kant pense ça, il nous dit, nous trouvons donc sur le plan des relations entre les États la même chose dans cet idéal-là que ce que nous voyons sur le plan des États. Il faut que les personnes s'associent pour produire de l'unité politique dans les États, et ensuite il faut que les États s'associent pour produire de l'unité politique sur le plan international. On comprend la logique. Mais il y a une différence, et il y a donc une difficulté. Et là encore, l'Europe apparaît comme un modèle de ça. L'Europe, pas le continent, hein, on l'a dit, le continent européen, c'est le lieu de la violence guerrière, absolument déchaînée, on en a encore la preuve aujourd'hui, hein, sur le continent, hein, c'est là que ça se passe. Mais non, l'Union européenne, là je vous parle de l'Union européenne, je ne vous parle pas d'une réalité simplement géographique, il y a aussi une géographie, il y a une classe dans le nom, mais je vous parle de cette unité-là. Il y a une difficulté là que Kant pointe. Regardez, à l'intérieur d'un État, on se met d'accord sur la base de la liberté. C'est possible, en tout cas quand on est républicain, c'est ainsi qu'on raisonne. On va donc se mettre d'accord pour se donner une loi commune. Très bien, jusque-là tout va bien. Mais lorsque la loi est là et qu'elle n'est pas respectée, par définition, il vous faut une force de coercition, il faut une contrainte. S'il n'y a pas de contrainte, la loi évidemment n'est pas respectée. Ici, nous ne parlons pas de la loi morale, on ne parle pas d'un principe relevant d'une conscience morale qui me dit que ceci est bien ou que ceci est mal. On parle de la loi au sens juridique du terme. La loi doit s'accompagner d'une contrainte, par définition. Et au niveau des corps politiques, on comprend comment ça marche. Vous avez une règle et vous avez une contrainte qui accompagne la règle. Très bien, là ça marche bien. Maintenant vous montez au niveau de l'Union européenne, ou au niveau de cette Union européenne qu'on peut appeler une société des nations. Alors c'est pas la grande société des nations universelle à laquelle on pourrait rêver. Ici c'est une société de nations sur le continent européen produisant une unité politique. Parfait. Mais cette union-là, elle va produire des règles. Très bien. Mais ces règles-là, pour qu'elles soient appliquées, il faut une contrainte. Il faut une force de coercition. Et dès que vous passez au niveau international, vous avez une difficulté là. Qui va être chargé de faire respecter la règle? Parce que si c'est un État qui est chargé de faire ça, cet État étant à la fois juge et partie, les autres États vont estimer quand même que tout ça est liberticide.
Alors le problème ici, c'est le problème de ce qu'a été la SDN, puis ce qu'est l'ONU aujourd'hui. On peut toujours produire une unité comme ça, mais une fois que vous donnez un principe, qui est chargé de faire respecter le principe? Par définition, on est pris dans un piège. Vous voyez, l'unité politique des nations par la volonté générale, on arrive à la penser. Ensuite, la soumission des individus à la loi émanant de cette volonté générale, soumission passant par une contrainte, on arrive à le penser. Ensuite, l'association des États évitant le rapport de force par la règle, on arrive à le penser. Par contre, on n'arrive plus à penser comment la règle va devoir s'appliquer au niveau international. Alors, il y a une solution possible à ce problème. Et je vous la soumets, et je conclurai par cette solution. Il y a une solution possible. Et Kant vous dit quoi? Kant vous dit la société des nations. Cette société des nations repose sur une chose. Elle repose sur la crainte de la guerre. C'est la crainte de la guerre. D'ailleurs, vous observerez que l'Union européenne que vous connaissez est née de deux guerres mondiales. Enfin, en tout cas, après la Deuxième Guerre mondiale, les peuples européens ont eu comme le sentiment que ça devait suffire. Donc, c'est la crainte de la guerre qui provoque le désir de s'associer. La crainte de la guerre provoque le désir de produire de l'unité. Mais une fois que cette unité est produite, comme il n'y a pas de moyen d'avoir une force de coercition s'imposant aux États de l'extérieur, la thèse de Kant, c'est que la crainte de la guerre doit être maintenue. D'une certaine manière, la société des nations, c'est comme un automate. Et ce que là nous appelons société des nations, c'est l'Union européenne qui est une société de nations. C'est une société de nations. Eh bien, cette société de nations, finalement, ne se tient bien, ne fonctionne bien, que lorsque la crainte de la guerre est là. D'ailleurs, vous remarquerez, c'est l'actualité, que au moment où les conflits guerriers font rage à l'Est à nouveau, c'est le moment où d'un seul coup on a le sentiment, alors est-ce que ça va durer, on ne sait pas ce qui se passe dans l'histoire, tout ça on a dit c'est imprévisible, mais on a eu le sentiment dans un premier temps en tous les cas d'une espèce d'union, vous savez, une espèce de réunification. Au fait, mais pourquoi on est là? Au fait, pourquoi on fait une république? Sinon pour la liberté, la vie et les biens. Au fait, pourquoi on fait l'Europe? Sinon pour la liberté, la sécurité et la prospérité. Au fait. Vous voyez, l'automate dont parle Kant, il a un ressort. Et ce ressort qui fait fonctionner la société des nations, ou ce ressort qui fait, ça on peut l'observer, plutôt pas mal marcher l'Europe quand elle marche, ce ressort, c'est la crainte de la guerre. Raison pour laquelle, d'ailleurs, je faisais remarquer au début de mon propos que vivre dans un État, c'était toujours vivre dans un état de guerre, et je précisais tout à l'heure, l'état de guerre, c'est la guerre réelle quand elle a lieu, et ça, hélas, elle a lieu bien souvent, mais même quand elle n'a pas lieu, même lorsque la guerre réelle n'est pas là, la guerre est toujours au moins possible. La guerre est toujours au moins possible. Et ça me permet de conclure en rappelant à nouveau cette belle citation de Platon, « Décidément, seuls les morts connaissent la fin de la guerre ». Je vous remercie de votre attention.